Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo Comment s'en sortir, on va voir la deuxième étape, les origines. Parce que oui, personne ne naît agoraphobe ou phobique social, on le devient. Les phobies, pour la plupart, se développent par l'apprentissage que fait notre cerveau d'une situation et comment il va ranger ce qu'il voit, ce qu'il entend, les réactions des autres ainsi que les nôtres, dans ces petites cases danger et pas danger. Prenons comme exemple la peur des araignées. Quand on est bébé, on ne sait pas encore ce que c'est une araignée. Mais si à chaque fois que notre mère en croise une dans la maison, elle panique, elle se met à hurler et à monter sur la table basse pour l'éviter en hurlant « Michel, au secours, une araignée !» et qu'on voit également ses comportements d'évitement. Elle dit à Michel que « Ah non, elle ira pas chercher la perceuse dans le garage, ça risque pas, ça doit être plein d'araignées là-dedans. » Alors à force de voir sa réaction et la peur que suscite chez elle cette petite bête, notre cerveau va peut-être ranger cette bestiole dans la case « danger », jusqu'au jour où on va se retrouver nous-mêmes pour la première fois en face d'une araignée. Le cerveau ayant reconnu le danger va lancer sa panoplie de symptômes de survie, hypervigilance, tension des muscles, accélération du rythme cardiaque et recherche à tout prix d'une destination pour fuir. Une fois à l'abri, il va faire un débrief sur cette expérience, mais il va mal cataloguer ce qui vient de se passer. Il va se dire « l'araignée m'a fiché une peur bleue, c'était une très mauvaise expérience, je ne veux plus jamais ressortir ça, je la range dans la case « danger extrême ». Sauf que dans ce cas de figure, l'araignée était-elle vraiment un danger? L'a-t-elle attaqué? Non. Ce n'est donc pas l'araignée qui a déclenché les symptômes, mais bel et bien le cerveau lui-même. Et il va continuer ainsi jusqu'à ce que la simple vue d'une photo d'araignée nous provoque les symptômes. Alors, j'ai bien dit peut-être, parce qu'il y a des personnes dont les parents sont phobiques des araignées, mais qui ne développent pas eux-mêmes cette phobie. La preuve, je le suis. Et sur 3 enfants, j'en ai qu'un qui en a peur. Les 2 autres y mettent d'ailleurs énormément, parce que c'est eux qui m'en débarrassent ou qui vont chercher la perceuse, parce que je ne peux même pas approcher de la pièce si je sais qu'il y en a une à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que non, on ne naît pas phobique. Alors, j'ai appris que certaines personnes pouvaient avoir des prédispositions génétiques, mais j'ai pas poussé assez mes recherches là-dessus pour pouvoir vous en parler correctement. Par contre, on peut avoir un terrain propice pour les laisser se développer, être d'un naturel anxieux par exemple, timide, introverti, etc. Mais alors, comme on ne naît pas avec, comment ça se déclenche et surtout, comment ça s'est déclenché chez chacun d'entre nous? Parce que chacun a ses propres déclencheurs, ses peurs, sa vision de la vie et ses prédispositions. Il va donc nous falloir chercher en profondeur et avec du recul sur nos sentiments, comme un mathématicien qui chercherait à résoudre une équation, pour analyser à tête reposée quelles sont les origines. Et pour ça, on va utiliser notre petit carnet pour nous lancer dans cette recherche. Notez d'abord où vous en êtes actuellement et de quoi vous avez été diagnostiqué. Ensuite, vous allez lister les lieux qui déclenchent des symptômes et ceux où il vous est impossible de vous rendre, les situations sociales dans lesquelles vous ressentez des symptômes ou que vous avez totalement arrêté tellement vous avez peur, les personnes qui vous font peur. Êtes-vous plus à l'aise à l'idée d'un rendez-vous avec votre banquier ou de dire bonjour à la boulangère? Continuez de noter en remontant le fil de l'histoire et essayez de vous rappeler quel lieu, situation ou personne vous avez commencé à éviter au tout début. Essayez d'être précis dans votre liste et de ne rien oublier parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir déchiffrer l'équation. Sur une autre page, listez maintenant les lieux, situations, personnes qui ne vous posent pas ou moins de problèmes. Ensuite, à côté de chaque item de la première liste, écrivez ce que vous pensez durant ces situations, ces lieux ou en face de ces personnes. De quoi avez-vous peur à ce moment précis? De la crise d'angoisse elle-même? D'être vu en train d'en faire une dans ce lieu? De bégayer ou chercher vos mots devant cette personne? Que pensez-vous que ces personnes se disent sur vous à ce moment-là? Ensuite, on réfléchit à tout ce qu'on a écrit pour tenter de trouver un ou plusieurs points communs à tout ça. Alors les points communs à trouver ne sont pas « j'ai peur »,« j'ai des symptômes » ou « je fais des crises ». Il faut aller plus loin que ça. Est-ce que vous pensez à peu près la même chose lorsque vous parlez à votre banquier, votre proprio et votre patron? Le point commun est peut-être que vous vous sentez inférieur à ces personnes. Vous estimez qu'ils ont fait plus d'études que vous, qu'ils ont mieux réussi leur vie, et vous avez l'impression que si vous n'êtes pas parfait dans chacune de vos discussions avec eux, ils risquent un jour de se rendre compte que vous n'êtes en fait qu'un incapable, et que quand ça arrivera, ils vont fermer votre compte, vous mettre à la porte ou vous licencier. Une fois ces points communs trouvés, il faut encore aller plus loin. Est-ce que cette peur d'être licencié est liée seulement à votre estime de vous dans le cadre du travail, ou alors au fait que vous vous mettiez la pression parce que vous pensez que si vous perdez votre travail, c'est votre femme, cette fois-ci, qui va se rendre compte que vous êtes nul et vous quitter? Ou est-ce que ça remonte à plus loin? Vos parents vous ayant répété que vous ne valiez rien, que vous n'étiez pas intelligent, un professeur,
Les paroles de vos harceleurs à l'école qui font toujours écho? Alors, pour que tout ceci soit plus explicite, je vais vous donner un exemple, mais cette fois-ci, on va laisser ce pauvre Martin tranquille et prendre mon cas pour pouvoir suivre mon cheminement. Donc moi, j'ai le droit à un joli petit package qui comprend troubles post-traumatiques, troubles anxieux généralisés, phobie sociale et agoraphobie. Je ne vous détaillerai pas ici mon trouble post-traumatique, déjà parce qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul, et en plus, je ne l'ai pas travaillé consciemment. C'est lui qui m'a plongé la première fois dans l'agoraphobie, mais ce n'est ni mon travail personnel, ni un quelconque psy qui m'a sorti de tout ce gros bazar, mais c'est mon mari. Mon travail personnel n'a commencé qu'après ma rechute. Par contre, même s'il me reste plus de symptômes comme les cauchemars, le fait de revivre certains moments du traumatisme ou de vivre dans la terreur que ça se reproduise, en résolvant l'équation sur mon petit carnet, je me suis rendu compte qu'en fait, il était à l'origine de tout. Commençons par la liste de ce qui me posait des problèmes ou que je ne pouvais pas faire. Alors, toute communication avec une maîtresse d'école ou un professeur du collège. Quelqu'un qui toque à ma porte. Quelqu'un qui ne fait pas partie de mes amis très proches ou de ma famille qui vient chez moi. Les amis de mes enfants qui pourraient venir chez moi. Les sorties d'école ou de devoir parler avec les mamans des autres enfants. Me garer quand il y a du monde derrière moi. Conduire seul plus de 30 km. Aller en voiture seule dans un endroit inconnu ou passer une commande dans la petite boulangerie près de chez moi. Par contre, pour ce qui était OK, parler avec mes responsables ou mon directeur, aller chez des amis ou même de simples connaissances, conduire dans les villages alentours, faire les courses au supermarché ou encore être dans la salle d'attente du médecin. Alors, j'en oublie certainement, mais ce que j'ai pas listé dans « pas capable », c'est que je pouvais le faire, le plus souvent accompagné de mon mari ou de mes enfants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous dites peut-être « mais elle n'est pas agoraphobe, elle arrive à aller au supermarché, au travail, etc. » Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « Mon sanctuaire », je vous mettrai un lien, pour mieux comprendre ma relation assez spéciale avec l'agoraphobie. Mais sachez que si ma vie de famille ne m'y avait pas obligée, en quelque sorte, j'aurais rien fait de tout ça. Donc reprenons cette liste et cherchons pourquoi je peux parler à mon directeur, mais pas à la boulangère. Je commence donc par noter mes pensées et peurs dans ces situations. Alors, pour la maîtresse, les profs du collège, je me dis, je vais oublier mes mots, bégayer, avoir des remontrances sur ma façon d'éduquer ou d'habiller mes enfants, et que cette personne a fait plus d'études que moi. Quelqu'un qui toque. Je me dis qu'il va voir l'intérieur de ma maison et que c'est pas assez rangé. Quelqu'un qui vient chez moi, c'est la même chose. Les amis de mes enfants, ils vont voir pareil que ma maison n'est pas rangée et ils vont dire à leurs parents que chez moi, c'est pas rangé. Les sorties d'école ou parler aux autres mamans. Les autres mamans me regardent, je ne ressemble à rien et surtout pas à une mère. Me garer quand il y a du monde derrière moi. Je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Ils vont se dire que c'est bien une femme, ça, pas capable de faire un créneau. Conduire seule plus de 30 km. J'ai peur de faire des crises d'épilepsie et d'avoir un accident. Aller en voiture seule dans un endroit inconnu. J'ai peur de faire des crises d'épilepsie au volant, de ne pas trouver où me garer et donc risquer de devoir me garer avec des personnes qui attendent derrière moi. Passer une commande dans la petite boulangerie près de chez moi. Alors, la boulangerie, elle est en face de l'école. Donc la file d'attente est composée de mamans. Donc je dénote parmi ces femmes, je vais oublier ma commande au moment de la passer, faire tomber mes pièces, etc. Ensuite, je note ce que je pense dans les situations qui ne me posent pas de problème. Parler avec mes responsables ou mon directeur, je sais ce que je veux au travail. Aller chez des amis ou des connaissances, aucun jugement sur mon intérieur, puisqu'on est chez eux. Conduire dans les villages alentours. Alors je connais la route et toutes les places de parking qui seront disponibles dans cette tranche horaire. Faire les courses au supermarché. Alors là, il n'y a pas besoin de passer une commande orale à la caissière. Juste dire bonjour, au revoir, merci. Je risque pas d'oublier mes mots. Et les autres clients s'en moquent de moi. Je suis noyée dans la foule. Être dans la salle d'attente du médecin, les autres s'en moquent de moi. Ils ont leurs propres problèmes. Personne ne me regarde. Ensuite, on va plus loin dans le processus de réflexion pour comprendre pourquoi et ce qui me fait réellement peur dans ces situations. Alors, la maîtresse d'école. Ça, c'est un manque de confiance en moi par rapport à mon intelligence. Et puisque je ne me sens pas légitime en tant que maman, cette personne risque de s'en rendre compte et de faire un signalement à la DAS. Quelqu'un qui toque. Ça, c'est une vue biaisée de mon esprit qui estime que toutes les mamans ont un intérieur parfait. Donc, cette personne, sachant que des enfants vivent ici,
va trouver que ma maison est dans un état pitoyable et faire un signalement. Quelqu'un qui vient chez moi, c'est la même chose. Les amis de mes enfants, vous l'aurez compris, tout le monde est parfait sauf moi. Et ses parents, une fois au courant, vont colporter l'information aux autres, se moquer dans mon dos, et l'un d'eux va finir par faire un signalement. Les sorties d'école ou devoir parler aux mamans. Je suis illégitime en tant que maman, et ces femmes ont un intérieur parfait, elles me jugent rien qu'à ma façon de m'habiller. Me garer quand il y a du monde derrière moi. Alors ça, c'est un manque de confiance en ma capacité à me garer, et c'est basé sur le préjugé que les femmes ne savent pas conduire et la peur du jugement des autres conducteurs. Conduire seule plus de 30 km. Je suis persuadée que je vais faire une crise d'épilepsie, n'importe où, n'importe quand, mais en voiture, je pourrais tuer quelqu'un. Aller en voiture seule dans un endroit inconnu. Toujours les crises, avec en plus un manque de confiance en moi. Passer une commande dans la petite boulangerie près de chez moi. Encore un manque de confiance en mes capacités intellectuelles à cause des bugs de mon cerveau, plus ce complexe d'infériorité par rapport aux autres mamans. Voilà donc à quoi ressemble mon petit carnet. Et maintenant, je peux relier chacun d'entre eux pour trouver là ou les causes exactes de mes problèmes. On va partir du plus simple au plus complexe, la plus simple étant mon manque de confiance en moi, alors ça arrive à tout le monde, hein. Mais quand on a un tag et une phobie sociale, on a tendance à faire une montagne avec un grain de sable. Ensuite, on a la peur de faire une crise d'épilepsie, et le plus gros, la peur qu'on me retire mes enfants. Alors, je me suis demandé d'où venait cet énorme problème, parce qu'avant, je n'avais absolument pas cette peur, et j'avais confiance en mes capacités de mère. Ce n'est donc pas une peur de l'abandon ou un simple manque de confiance en moi. Et au final, ça s'est développé doucement au fur et à mesure, mais ça date d'il y a 11 ans, de ce fameux traumatisme. Mon cerveau a vécu l'intégralité du temps entre ma crise d'épilepsie, mes hospitalisations, mon opération et mon retour chez moi comme un traumatisme à lui tout seul. Et durant ce laps de temps, à un moment, il y a un médecin qui est venu dans ma chambre et qui a prononcé ces mots. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre bébé. Vous avez une tumeur, c'est à coup sûr un cancer, vous allez mourir. Vous allez refaire des crises, c'est certain. Vous allez en faire avec votre bébé dans les bras et vous allez en mourir. Le bébé aussi va en mourir, mais il va pleurer avant. Alors comme je vous l'ai dit, je ne m'étalerai pas aujourd'hui sur ceci, mais j'ai compris en faisant cet énorme travail de recherche que ce que mon cerveau a enregistré ce jour-là, en plus de « tu vas mourir », c'est « tu vas refaire des crises d'épilepsie, c'est certain, et tu es un danger pour tes enfants, tu n'es pas capable de t'en occuper ». Et cette affirmation s'est gravée bien profondément en moi, jusqu'à conditionner ma façon de penser chaque chose qui pouvait avoir un rapport de près ou de loin avec ma capacité à être une mère pour mes enfants. Voilà pour le résultat auquel j'en suis arrivée à la fin de ce long travail de recherche. Maintenant que je sais quelles sont les données de l'équation, j'ai enfin une base de travail pour tenter de la résoudre. Je vous encourage donc à en faire de même. Prenez le temps qu'il vous faudra, c'est très long et très difficile de se mettre en face de ses propres peurs et pensées, mais ça en vaut vraiment la peine. Personnellement, arrivé à ce stade-là, j'ai ressenti un énorme soulagement, parce que j'étais plus coincée dans le cycle « j'ai peur, mais je sais ni de quoi, ni pourquoi ». Enfin, je savais contre quoi j'allais devoir me battre. Alors ouvrez votre carnet et commencez à poser les fondations de votre guérison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous.